Bon, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire revue technique des marchés avec Laurent Elby. Bonjour Falco. D'abord, évidemment, et vous. Donc, il y a plein de bonjours que j'entends déjà. J'espère que le son et l'image va bien pour tout le monde. Un petit retour peut-être de votre côté. Sylvie, oui, Patrick dit c'est bon, donc c'est bon. Donc, tout le monde nous entend, c'est parfait. Laurent, tu es avec nous et je propose que je te donne tout de suite l'écran pour que tu puisses nous faire quelques petites analyses. Alors, je te l'envoie l'écran. Merci Falco. Alors, ça devrait normalement être bon. Vous devriez avoir à l'écran Non, maintenant le CAC 40. Est-ce que c'est le cas? moi je le vois. Oui, tout est OK, dit Sylvie. Patrick est d'accord, tout le monde est d'accord, tout le monde est content. Donc Bon, Laurent, on voit ton écran, on peut commencer. Juste pour l'intro, vite fait, on a eu de Daniel un email qui nous demandait aujourd'hui une analyse sur le Brent en fait. Et il y a Étienne qui a demandé quelque chose sur Total en fait. oui, Voilà. Donc, effectivement. Eh bien, écoute, ça tombe bien puisque elles sont liées. Enfin, ces deux sous-jacents sont liés, donc ça va être intéressant de voir comment se comporte la matière première par rapport à l'action. Et vous allez voir que c'est pas exactement la même histoire, hein. Écoutez, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire, pardon, organisé par BNP Paribas et moi-même, donc Laurent Alby de la FAT, pour qu'on regarde ensemble pendant une heure les différents actifs que vous nous avez soumis, et essayer d'examiner ensemble leur structure technique et voir si on peut en déduire des hypothèses de travail à court et moyen terme. Alors effectivement, Falco, comme tu le soulignais, il y a eu une demande sur Total. Bon, on va commencer par Total. Alors Falco, de mémoire, la demande sur Total, c'était du moyen terme, si je ne m'abuse. je peux lire vite fait l'email. Je souhaiterais une Oui, étude graphique de l'action totale sur une très longue période antérieure et à venir supérieure à 15 ans, mais aussi sur du court terme, un an. bon. Alors, eh ben c'est parti. On va commencer par le long terme pour avoir déjà une perspective d'ensemble et voir ce que fait la valeur. Depuis, vous le voyez, j'ai réussi à remonter à mai 1990, autrement dit un petit peu moins de 30 ans. Et on voit que on a une valeur qui s'est considérablement appréciée sur le long terme et qui est en train de tutoyer des plus hauts historiques. Donc première conclusion sur Total, c'est une valeur qui est forte à long terme puisque on voit assez nettement donc cette construction positive ascensionnelle et ce sommet qui a été fait donc en juin 2014, sommet qui a débouché, vous le voyez, sur une période assez brouillon de consolidation où après être allé tester les 46 euros, on est descendu jusqu'à 35. Et là où c'est intéressant, d'un point de vue technique, c'est que cette zone à 35 euros, qui était une ancienne zone elle-même de résistance, c'était un sommet qui datait de 2007, et bien une fois que cette zone de sommet de 2007 à 35 euros a été dépassée, et bien c'est devenu une zone de support et on voit à travers les différentes mèches basses qui sont venues tester ce niveau, qu'il y a eu à plusieurs reprises, à plusieurs mois d'intervalle, des échanges fréquents et fournis sur cette zone à 35 euros et qu'à chaque fois, le marché a réussi à rester au-dessus, autrement dit, des opérateurs qui collectivement assuraient donc le soutien des prix sur cette zone à 35 euros, ce qui fait que on n'est jamais
on n'a jamais réussi à enfoncer de manière significative cette zone des 35 euros et puis on est reparti à la hausse. Et là, pour le coup, en repartant à la hausse, on a réussi à franchir ce sommet de juin 2014 pour établir donc un nouveau sommet historique à 48,95, 49 euros. Donc, premier élément, c'est un titre qui est fort. Deuxième élément, on vient sur une base mensuelle de dépasser le précédent sommet. Ceci dit, on voit que toute la vitesse qui existait entre le support à 35 et la résistance à 46, eh bien cette vitesse a disparu. Et comment on voit que cette vitesse a disparu? Eh bien par la forme des bougies. Vous voyez ici que d'abord vous avez des corps de bougies qui sont beaucoup plus petits que les corps des bougies précédentes, celles qui qui constituaient l'ascension à partir de 2016. Et c'est comme s'il y avait finalement une pause qui a été faite sur une base mensuelle sur Total entre 46 et, pour simplifier, 49. Alors, petit corps, longue mèche haute et basse, ça montre qu'il y a effectivement un peu de volatilité, mais c'est somme toute assez contenu, et puis surtout, on ne progresse plus sur le titre. Oui, Falco. Ah d'accord, pardon, je croyais que tu voulais Rien dire du tout. quelque chose. Non, non. D'accord. Non. Donc, on est Ah non, dans attends, une... attends, Laurent, quand Oui, même, j'ai quelque chose à dire. Oui, oui, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. comme tu me laisses le mot, je veux juste dire évidemment, donc on avait le Brent et on a reçu Total, donc merci beaucoup déjà Laurent, je suis désolé de t'en prendre. Il y a Étienne qui a demandé aussi Ruby, Yves aussi, mais évidemment, cette émission, c'est votre émission, donc dites-nous ce que vous voudrez regarder d'autres ensemble. Donc à mon avis, peut-être on a encore deux, trois autres réactions, donc réfléchissez bien. Et on va regarder ce qu'on va faire après. Donc, je suis désolé, Laurent, je te redonne le mot et je coupe mon son. Désolé. Ok, alors, ben, je profite donc de l'intervention de Falco pour vous redonner le sommaire. Donc, on va regarder Total, on va regarder le Brent, on va regarder Ruby et Vinci ensuite. Et puis, si on a encore un petit peu de temps, il y a des valeurs françaises qui présentent de jolies structures techniques qui peuvent servir justement d'illustration à ce à quoi l'analyse technique peut servir. Donc, justement, si on a un petit peu de temps, on les regardera ensemble. Donc, on reprend sur Total pour Étienne qui était intéressé par dans un premier temps une lecture long terme avec, vous le voyez, donc cette petite phase de consolidation. Alors on va passer maintenant en lecture hebdomadaire sur 5 ans. Et cette petite phase de consolidation que vous venez de voir, eh bien, elle est là. Vous voyez, elle est comprise donc entre, pour simplifier, 46, 46 et même un peu plus bas, 34, j'allais dire 35, mais c'est en fait 34, où il y a ce grand intervalle qui a été construit depuis juin 2014. Et à quoi assiste-t-on? Eh bien, en fait, à la duplication de cet intervalle qui avait duré donc 2 ans, eh bien, il est reproduit ici de manière beaucoup plus petite. Et après le franchissement donc de cette résistance, on est là encore dans une phase de consolidation latérale. Donc en fait, on a un titre qui évolue par saccade, c'est-à-dire on a consolidation ici, puis très nette impulsion, puisqu'on passe de 34 à 49, et puis de nouveau, on va consolider. Alors l'idée, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va finalement réussir à sortir par le haut de cette consolidation hebdomadaire. Alors pour Étienne, ce qu'on peut déjà dire en lecture hebdomadaire, c'est que tant que les cours de Total arrivent à se maintenir au-dessus de cette zone de support, voilà, que je vais mettre ici à 46 pour simplifier. Regardez, si on se met en ligne de clôture, en fait, Total n'a jamais réussi à fermer sous 46,10 en hebdomadaire. Ça veut dire que la première clôture hebdomadaire en dessous de ce niveau à 46 se créerait donc un précédent puisque ça n'est jamais arrivé. Tant qu'on est au-dessus de 46, on peut dire qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, c'est pas très positif, puisqu'il n'y a pas d'évolution haussière qui continue ce beau mouvement entamé en février 2016. En même temps, il n'y a pas de pression vendeuse non plus. Donc, on est finalement dans un statu quo. Et on peut raisonnablement affirmer que Total, qui est bien évidemment dépendante en partie des cours du pétrole, bien
pas uniquement évidemment, mais en partie, bien, tant qu'on a des cours du pétrole qui restent eux aussi coincés dans leur range, ce qu'on regardera tout à l'heure, bien il y a de fortes chances de penser que Total va être elle aussi un petit peu prisonnière d'un carcan qui sera en fait l'effet corollaire de ce Brent qui ne bouge plus. En tout cas, ce qui est important d'un point de vue technique, c'est qu'il y a un niveau de support qui est marqué à 46 et que tant qu'on reste en clôture hebdomadaire au-dessus, on est sur un statu quo, mais en aucune façon sur un titre qui est en train de se retourner. Alors, à la hausse maintenant, on a ce niveau de résistance qui a été une première fois testé en janvier de cette année en base hebdomadaire et puis de nouveau testé en avril et il faudrait qu'on ait là aussi une clôture hebdomadaire franche. Alors ce que j'appelle franche, ça veut dire que sur une base hebdomadaire, il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de la résistance à 49 de au moins 10%, j'ai envie de dire entre 5 et 10%. Là, ça serait un vrai breakout. Alors, c'est pas parce que ça serait un vrai breakout que ça serait un bon breakout. On peut tout à fait avoir un breakout de 7-8% sur une base hebdomadaire pour finalement avoir la formation d'un piège, la réintégration des cours à l'intérieur de la zone de consolidation et en fait beaucoup d'opérateurs qui ont payé le breakout qui se retrouvent piégés. En tout cas, pour le moment, le premier signe de reprise d'une tendance haussière, ça serait sur le dépassement de cette résistance à 49 euros. Si effectivement on avait une clôture hebdomadaire au-dessus, alors on pourrait commencer à avoir de fortes présomptions sur la continuation haussière de moyen terme de Total. Vers où? C'est la troisième question. Vers où les prix peuvent-ils évoluer si effectivement on avait cette continuation haussière? La première chose qu'on peut faire, c'est, alors là pour le coup, se remettre, être un petit peu plus rigoureux et voir que la vraie zone de support, elle est plutôt vers 47,80, peut-être même 45,50. On va retenir 45,50 et on va faire la projection de la hauteur du range, ce qui nous donne deux niveaux que je vais indiquer ici et qui montrent que en cas de franchissement, et je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir, en cas de franchissement avéré, confirmé de cette zone de résistance à 49 euros et de la poursuite de la tendance, le prochain niveau de résistance, alors je vous rappelle que on est sur des, regardez, je me remets comme ça parce que je veux que vous ayez toujours en tête le graphique de long terme, on est sur des plus hauts historiques. Hein. Ça veut dire que les niveaux de résistance qui sont ici donnés sont des niveaux qui sont théoriques. C'est des niveaux qui n'ont jamais été testés puisque le prix n'est jamais monté aussi haut. Et donc, c'est vraiment des zones de prix à prendre avec des pincettes pour ceux qui voudraient donc sortir et loquer des profits. 51, j'allais vous dire 51,02, mais on va rester simple, 51 euros et 52 euros, on va dire que ce sont les objectifs de moyen terme sur une base hebdomadaire sur Total. Mais attention, il peut y avoir un objectif de long terme beaucoup plus important. Cet objectif de long terme, il se calcule exactement de la même manière que la façon qu'on vient d'utiliser ici, à savoir la projection de la hauteur du range, puisqu'on peut à nouveau projeter la hauteur du range de tout le range qui a commencé donc en juin 2014 jusque en décembre 2016. Et là, on a deux nouvelles projections. Là où c'est intéressant, vous allez voir, c'est que la première projection de toute la hauteur du range arrive à peu de choses près dans la zone des deux résistances précédentes. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ça. Attendez, je vais vous demander une seconde. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Quand on fait la projection
de la hauteur du range, si on projette 62%, pas 100%, hein, 62% de la hauteur du range précédent, on arrive dans cette zone qu'on a déjà identifiée autour de 51 euros. Ça veut dire qu'il va y avoir vraisemblablement des opérateurs qui seront nombreux à vouloir loquer, c'est-à-dire réaliser des gains sur cette zone de prix entre 51 et 52. Mais si on projette la totalité de la hauteur du range, vous voyez que Total peut aller beaucoup plus haut, puisque la prochaine zone importante de résistance, elle est ici, elle est à 55. Vous voyez, elle est ici. Ça veut dire que à moyen terme, on peut viser 51, 51, 50, et à long terme, on peut viser 55. Dans le cas contraire maintenant, en cas de rupture du support, jusqu'où les cours peuvent-ils aller? Nous avons ici une première zone de support. C'est cette zone que vous voyez ici, que je vais peut-être mettre en gras pour vous permettre là encore de bien voir. Vous voyez, toute cette zone ici, c'est une zone de résistance qui a été validée par le marché entre avril 2016 et octobre 2016, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Et une fois que cette zone a été dépassée, eh bien, elle devient potentiellement support. Cela signifie que même si la zone des 43 euros, je préfère pour le moment parler en chiffres ronds pour que vous puissiez retenir facilement ces nombres. Donc on a un support à 45,50, s'il devait être enfoncé, alors il y a une zone de support, une nouvelle zone de support qui apparaîtrait autour de 43 euros. Attention, cette zone de support n'a jamais été support, elle a toujours été résistance. Mais par le principe de changement de polarité, qui nous dit que lorsqu'une résistance est franchie, elle devient potentiellement support, eh bien ça serait donc le premier niveau sur lequel nous pourrions anticiper des opérations d'achat pour revenir sur le marché. Donc en cas de rupture de 45,50, la zone qui pourrait à nouveau attirer des acheteurs, c'est 43. Comme cette zone, elle est techniquement très facilement identifiable, il est très vraisemblable que lorsque les cours sont par exemple ici, les opérateurs attendront de revenir un peu plus proche du support pour pouvoir payer. C'est pour ça qu'il y a une espèce de vide technique entre 45,50 et 43 et que c'est sur cette zone qu'il va y avoir de nouveau du soutien. Si 43 euros ne devait pas tenir, ce qui n'est pas mon scénario préféré, parce que je pense qu'effectivement, il va y avoir une vraie bataille et un vrai soutien de la part du marché sur 43. Mais imaginons que 43 ne tienne pas, alors la prochaine zone de support, elle sera vraisemblablement ici, c'est-à-dire vers 38,70. Alors, attendez, je vais là aussi vous l'indiquer, donc voilà, peut-être un petit peu plus haut, vers 38,80. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'il faut comprendre? 1, qu'on est sur une action qui est forte. 2, qui est en train de faire des sommets historiques. 3, qui malgré le fait qu'elle soit forte et qu'elle fasse des nouveaux sommets historiques, il n'y a plus de vitesse sur Total. Et donc, ce manque de vitesse sur Total crée une zone de consolidation qui a la forme d'un trading range. Et donc, quand on a la formation d'un trading range, on ne sait pas si cette consolidation sera en fait une période de distribution, et autrement dit une zone à partir de laquelle un repli va s'organiser, ou si au contraire c'est une zone d'accumulation, c'est-à-dire qu'on a les opérateurs dont le jugement sur la valeur n'a pas évolué, il est toujours positif, sauf que on prend son temps, le titre marque une pause avant de repartir à la hausse. Mon scénario que je conserve pour le moment, c'est un scénario de continuation, puisque on est, vous le voyez, clairement au-dessus d'une résistance qui devient support, et que pour le moment, il n'y a pas de raison de penser qu'on va repartir dans l'autre sens. Donc, scénario numéro 1 privilégié, c'est rupture de la résistance pour aller sur 51 puis 52, et à plus long terme vers 55. Scénario baissier, uniquement en cas de rupture du support à 45,50, c'est d'aller rejoindre 42,89, autrement dit 43 euros, pour avoir un rebond et une reprise de la tendance. Troisième scénario, qui est vraiment celui que je mets de côté pour le moment parce que c'est celui auquel je crois le moins, ça serait la rupture de 42,89, 43 euros pour aller rejoindre les 38,69, 39 euros.
Donc vous voyez, on a essayé de hiérarchiser ensemble les scénarios. Le préféré, c'est la continuation de la hausse vers de nouveaux sommets. Le scénario numéro 2, c'est une petite consolidation vers le support suivant. Puis le scénario numéro 3, celui auquel je crois le moins, ça serait un très net retracement à l'intérieur de la zone de consolidation vers les 38,70. Voilà Étienne, je pense que, enfin j'espère surtout que j'ai été suffisamment exhaustif dans mes réponses et surtout suffisamment clair pour vous donner les niveaux précis à surveiller pour votre portefeuille, puisque je crois que c'est ce dont il s'agit. Donc oui, pour continuer de détenir du total, attention maintenant que vous connaissez les niveaux, s'ils étaient testés ou enfoncés à la baisse, vous saurez quoi faire. Voilà Falco. Alors maintenant, on peut embrayer sur le Brent, je crois, parce que c'est Ah oui, évidemment... oui, faisons ça, ouais. c'est Il y a, pour te tenir en courant, il y a aussi Michel qui parle de Vivendi et Sylvie de Alstom. Voilà, après, si on ne peut pas tout faire, voilà, on va garder pour la semaine prochaine. Mais bon, là, tu as fait 20 minutes hyper intenses, détaillées sur Total. Ouais. Alors, justement, j'ai fait 20 minutes très détaillées sur Total et je fais le pari avec vous ce soir que je vais réussir à traiter toutes les valeurs dans le temps qui m'est imparti. Ça veut dire qu'on va accélérer un petit peu. Donc, le Brent en hebdomadaire, que dire si ce n'est il est mou. Il n'arrive pas à trouver l'élan qu'il a caractérisé au début de l'année 2016. Regardez comment il est monté de manière impulsive. On est quand même passé de 26 à 50, hein, ça fait du 100% de progression et puis là, on ne fait plus rien. On a fait des espèces de sommets arrondis qui montrait une certaine lourdeur. Qu'est-ce que ça veut dire une certaine lourdeur sur un titre? Ben, ça veut dire que quand on fait un nouveau sommet, au lieu d'avoir un consensus qui est très haussier, c'est-à-dire d'avoir des opérateurs qui pensent que ça peut monter beaucoup plus haut et qui, parce qu'ils pensent que ça peut monter beaucoup plus haut, vont se positionner très vite sur les niveaux actuels pour profiter des cours parce qu'ils pensent que ces cours, on va plus les revoir pendant un certain temps, ben, c'est pas du tout ce qui se passe sur le Brent. En fait, on a cette lourdeur, ça veut dire que dès qu'on fait des nouveaux sommets, on a de l'offre qui rentre sur le marché et tout de suite, ça vient un petit peu contrarier l'élan haussier et tout de suite, ça pèse sur les cours. Alors regardez, on a fait, si on se met en clôture, on a fait des sommets à 50,60 $ et puis un sommet suivant à 52 et puis on a stationné à 57 sans jamais réussir ni de près ni de loin à tester la zone des 60 $. Puis on est reparti à la baisse, mais on n'est pas vraiment reparti à la baisse. On s'est vite stabilisé autour de 50 et on est maintenant dans une sorte de statu quo, c'est-à-dire de consensus qui arrange tout le monde entre 50 et 57. On va dire que le marché du Brent, c'est un marché qui est à la jonction de beaucoup de forces pour aller vite. Les cours du Brent sont impactés par le prix du dollar, évidemment, par les stocks de brut qui sont donnés de manière hebdomadaire, par l'état de l'offre et de la demande, par les enjeux politiques qui se nouent à l'intérieur de l'OPEP et à l'extérieur de l'OPEP, et puis la dimension géopolitique, où là, effectivement, il suffit qu'il y ait une région du monde qui s'embrase, de préférence au Moyen-Orient, pour qu'on ait tout de suite une frayeur qui arrive sur le marché et des opérateurs qui se précipitent pour payer. Donc, pour le moment, vous voyez, on a plutôt sur le devant de la scène, si on regarde le news flow de ces dernières semaines, ces conférences à Vienne de l'OPEP avec les pays hors OPEP, notamment la Russie. Il semble qu'il y ait un désir d'arriver à trouver un accord pour maîtriser la production mondiale de façon à permettre à avoir des cours qui restent au-dessus de cette zone à 44 $. Donc on va dire que quand on est au-dessus de 44 $, bah, finalement tout le monde s'y retrouve et on est sur une zone de confort qui fait que
on a des prix qui sont soutenus dès qu'on va enfoncer, vous voyez, alors c'est un petit peu au-dessus, vous voyez maintenant c'est 46, dès qu'on va aller entre 45 et 46, on va avoir du soutien, et puis quand on monte au-dessus de 58, on va avoir de l'offre qui rentre. Donc sur le Brent, on est sur un marché avec une résistance à 58,50 et puis une zone de support à 43,50. Et on va dire que à moyen terme, tant qu'on est entre 58 et 43, il n'y a pas grand-chose à faire sur le Brent. On est dans une consolidation. Et le propre des consolidations, c'est qu'elles sont souvent, pas toujours, mais souvent désordonnées. Ça veut dire que ça peut aller à peu près n'importe où, à l'intérieur de l'intervalle que nous avons réussi à trouver. Alors, pour le coup, là, on est vraiment pile poil au milieu du range. Voyez, donc on peut baisser, on peut monter. J'ai pas beaucoup d'input supplémentaires à vous donner sur le Brent à ce niveau-là, si ce n'est que on peut quand même tracer ici une petite zone de support intermédiaire. Vous voyez, alors elle a été un petit peu chahutée cette zone. Regardez, on était résistance ici, résistance dépassée, piège, on repart en dessous, on repasse au-dessus, support, testé avec succès, on repart mais on le casse et puis on le réintègre. Donc il y a cette espèce de zone à 51 $ qui pour le coup voilà, est une zone à l'intérieur du range. Tant qu'on est, on va même simplifier encore plus les choses, tant qu'on est au-dessus de 50 $, on peut envisager un retour vers le haut du range. À noter, ceci dit, que nous avons des sommets qui sont baissiers et des creux qui le sont également à l'intérieur de ce trading range ici. Ça veut dire que je vais là aussi faire quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans un espèce de canal baissier, même s'il n'est pas très pentu, qui montre qu'il y a un petit peu de pression baissière sur le Brent. Voilà, tant qu'on est à l'intérieur de cet intervalle, on peut évoluer sur l'une ou l'autre borne. Oui, Falco. Laurent, il y a Akli qui pose la question, le prix du Brent va chuter selon certaines études, malgré l'offre réduite par l'OPEC. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne prends en compte avec vous que les données techniques et pas fondamentales. Autrement dit, je n'ai pas d'opinion particulière par rapport à celle qui vient d'être exprimée parce que je n'ai pas travaillé particulièrement le Brent du point de vue des news ces derniers temps et donc ce monsieur Falco peut tout à fait avoir raison. Moi ce que j'essaye de faire c'est de vous montrer si il existe ou pas une structure dans le prix qui fait qu'on peut anticiper quelque chose sur l'évolution des cours. Typiquement, si on revient sur la résistance à 58 $ et qu'on voit que cette résistance, elle est travaillée, mais qu'elle ne dégage pas de manière massive des opérations de vente, ça peut nous faire penser qu'on a une sorte d'accumulation sous la résistance et qu'un breakout est possible. Okay, donc ça, c'est typiquement ce que on peut essayer de travailler comme scénario grâce à l'analyse technique, si tant est qu'on est près d'une borne, près de la résistance ou près du support. En l'occurrence là, on est près d'un support intermédiaire, mais au milieu du range, donc j'ai pas vraiment d'opinion sur le Brent. On est voilà, tant qu'on est entre 58 et 43, on peut aller à peu près n'importe où. Si on dépasse 58, en revanche, là, il risque d'y avoir une accélération haussière qui nous emmène vers cette zone entre 67 et 69. Et de la même manière, si on casse 43, alors on peut aller typiquement vers les 30 $ et avant, il y aura un niveau intermédiaire de support vers les 36 $. Mais pour le moment, tant qu'on est à l'intérieur de cet intervalle, on est juste dans une consolidation de moyen terme. Alors Daniel, je crois, avait posé la question de savoir s'il n'y avait pas une ligne de résistance
qui passait par là. Quelque chose dans ce goût-là, j'imagine. Tendance haussière et résistance oblique descendante depuis début mai 2015. Oui, Évolution voilà. du Donc, sort possible. La résistance oblique correspond-elle à la concurrence avec le gaz de schiste US? alors, il y a effectivement une possibilité de lecture d'une résistance qui viendrait sur les cours un petit peu au-dessus des cours actuels, puisqu'elle passerait maintenant vers 56. Je suis moyennement enthousiaste, Falco, sur cette lecture avec cette oblique baissière, Oui. parce que en fait, le test de ces dernières semaines, je considère que c'est un seul test. C'est-à-dire que si on avait quelque chose comme ça, regardez, qu'on repartait à la baisse, qu'on revenait et qu'on repartait, alors là, je dirais effectivement, on a un niveau qui est important, euh, qui est identifié par cette oblique baissière. Vous voyez, parce qu'on aurait trois tests et ça commencerait à devenir significatif. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on peut tracer cette oblique baissière, mais bon, je ne vais pas lui attribuer une importance particulière. En revanche, et c'est ce qui à mon avis est important, si on dépasse cette zone ici, voilà, on va avoir une zone de résistance, c'est plus une zone qu'un prix précis. On va avoir une zone de résistance entre 56,70 et 58,17. Si on arrive à faire une clôture haussière au-dessus de cette zone, qu'est-ce qu'on pourra affirmer? On pourra dire que la tendance haussière reprend, puisque regardez, il ne faut quand même pas oublier qu'on est en présence d'un marché qui fait des sommets ascendants et des creux ascendants, pardon, excusez-moi, et des sommets ascendants. Ça veut dire que même si c'est très lent, on est quand même dans un mouvement d'appréciation des cours du Brent. Alors, on va essayer, pour terminer, de pousser l'extrapolation un petit peu plus loin, parce que c'est toujours intéressant d'essayer de voir si effectivement ce scénario se vérifiait, jusqu'où ça pourrait aller. Donc, si on trace ici une oblique haussière qui, pour le coup, elle, est bien réelle, puisque vous le voyez, elle a été testée à 3 reprises. Est-ce qu'on peut faire la même chose à la hausse? C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu tiré par les cheveux? Ça veut dire que le scénario que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment quelque chose de fragile. C'est une hypothèse. Si c'est une hypothèse qui n'a pas beaucoup d'arguments techniques pour être solide. C'est donc c'est une piste de réflexion. Si effectivement on arrivait à dépasser ce niveau, qui lui pour le coup est vraiment important, la zone entre 58, 60 et 58, ça c'est vraiment une zone de résistance clairement identifiée. Il y a eu un vrai travail, il y a eu une vraie bataille et il y a eu un vrai échec de la part des acheteurs. Donc cette zone, elle existe et elle va de nouveau être travaillée avec pour le coup sans doute des volumes qui montreront qu'il y a un arbitrage important qui se fait. Si au terme de cette bataille, on a des acheteurs qui arrivent à prendre la main sur le marché, c'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre le contrôle des échanges, alors on pourra aller vers la borne haute du canal haussier qui pourrait aller, il n'est pas très propre ce chart du Brent, vous voyez, ça pourrait aller vers, c'est pas évident à trouver, hein. Ça pourrait aller entre 60 et 62 si on arrive à dépasser 58, parce qu'on aurait ici cette espèce de polarité qui n'est pas très propre, et on a la borne haute du canal haussier. Donc, pour résumer et terminer sur le Brent,
en hebdomadaire pour le moment. On a rebondi sur la borne basse d'un canal. Autrement dit, on peut a priori aller vers la borne haute maintenant. Premier palier à franchir, c'est ce précédent sommet qui résonne avec le précédent. Autrement dit, une zone importante qui est ici entre 58, 56, 50 et 58, 17. Si on arrive à dépasser ce niveau, on pourra monter vraisemblablement entre 60 et 62. Voilà. Oui. Laurent, il y a Bernard qui demande une question sur le Brent, pour finir avec le Brent. Oui. Pourrait-on remonter l'amplitude du canal? Réponse dans 20 secondes. Pourrait-on remonter l'amplitude du canal? Oui. Non, on peut pas. On peut pas faire ce qu'on veut avec un canal. C'est-à-dire que le canal, il doit être, on essaye de le positionner de manière arbitraire. C'est de l'analyse technique, donc il y a toujours un aspect arbitraire, discrétionnaire, mais on va essayer de positionner le canal avec le maximum. Oui. Laurent, on a peut-être mal compris, Bernard. Il dit de l'amplitude du canal comme objectif de cours. Alors, répète la question modifiée, Falco, pour que je la comprenne. Pourrait-on remonter de l'amplitude du canal? Donc, de l'amplitude du canal comme objectif de cours. Est-ce que tu as compris? Oui. Ah. Je crois avoir compris. Donc, en fait, comment s'appelle ce monsieur, Falco? C'est Bernard. Eh bien, voilà. Alors, ce que Bernard nous dit, c'est pourrions-nous mesurer la hauteur du canal ici et projeter la hauteur à partir du point de dépassement pour aller ici. Est-ce que c'est ça, Bernard? Est-ce que c'est ça, Bernard? Je suis sûr que c'est ça, Bernard. Oui, oui. Je le savais. Écoutez, est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors, attendez. Non, parce que j'ai envie de travailler un tout petit peu avec cette proposition de Bernard, parce que elle peut être effectivement intéressante. Aïe, 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 aïe. Désolé pour les autres, on n'a pas encore fini avec le Brent. Écoutez, c'est possible. C'est possible, mais encore une fois, j'ai pas envie d'accorder. C'est juste une hypothèse de travail. Voilà. On peut effectivement reporter la hauteur du canal à partir du point de rupture ici. Alors, pourquoi vous me voyez un petit peu hésiter? Parce que je trouve que le canal, il est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer. J'aurais préféré, pour faire une projection, avoir un canal comme ça et projeté à partir du point de rupture. J'aurais été plus à l'aise pour pouvoir effectivement faire une projection. À partir du moment où le canal il est dans le sens de la tendance, je flaire en anticipation le gros piège haussier. C'est-à-dire on sort du canal, on n'atteint pas du tout la cible et on réintègre le milieu du canal avant de repartir. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais pour répondre à Bernard, la suggestion n'est pas mauvaise, mais je ne lui accorderai pas une importance exagérée du fait que le canal est ascendant et que ça me paraît difficile de faire des projections à partir d'un canal ascendant. Voilà, j'aurais préféré qu'il soit dans l'autre sens ou horizontal. Voilà Falco. Alors, on continue avec... on a 7h40, donc il nous reste encore 20 minutes. Oui, donc, on va y arriver. Je suis désolé, il y a encore, je sais, il y a encore des questions sur le Brent. Donc, on a aussi une été inversée qui disent les bandes Bollinger, mais je crois qu'il faudra qu'on continue sur d'autres sous-jacents. Oui. Qu'on a passé maintenant 20 minutes sur le Brent. Juste pour répondre à la tête-épaule inversée, je l'aime pas trop parce que
pour qu'elle soit véritablement avérée, il aurait fallu une accélération sur la ligne de coup. C'est-à-dire ici, on n'a pas eu d'accélération. Donc, cette lecture en tête-épaule inversée, elle me plaît moyennement. Voilà, je voulais juste Ok, et répondre. Laurent, et maintenant Voilà. une question. Avant de commencer avec Oui, l'actions la prochaine, oui. il y a Françoise qui avait demandé, c'était en contexte avec Total, mais on revient pas sur Total, mais c'est juste la question, c'est vos graphiques tiennent-ils compte des dividendes? Alors, les graphiques que vous avez à l'écran tiennent compte des dividendes. Ce sont des graphiques qui sont retraités. Oui, la réponse est oui. Merci. Alors, Ruby. Je Ah, crois qu'elle est forte, Ruby. Ah oui, regardez ça. Elle est très très forte. vas-y. Alors, Ruby, en hebdomadaire, vous voyez que c'est que de la hausse pour simplifier. Avec en l'occurrence une accélération qui fait qu'on est passé de 75 à 105, ça veut dire plus de 30%, hein, plus de 30% depuis le mois de janvier, depuis la fin du mois de janvier. Donc un titre qui est en pleine explosion haussière. Alors je rappelle, un Ruby de mémoire, c'est une entreprise qui stocke du gaz naturel, je crois, et de l'énergie qui stocke et qui distribue. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement fort. On va se mettre en 30 ans mensuels et vous voyez qu'on est sur des plus hauts historiques. Donc, hein, maintenant, vous me connaissez, vous savez que il faut toujours commencer par du mensuel ou de l'hebdomadaire pour essayer tout de suite de comprendre instinctivement, j'ai envie de dire, sur quel type de valeur, en présence de quel type de valeur on se trouve. Et là, on est manifestement en présence d'un appétit acheteur extrêmement fort. Alors, quand on descend en bougie quotidienne, on voit qu'on a donc ce plus haut historique qui est à 105 euros, qu'on a le premier niveau de support immédiat euh, qui est, pour simplifier, à 99 euros et qu'on est a priori dans une phase de consolidation. Alors moi, ce que j'aime bien sur Ruby, c'est la petite consolidation en canal baissier qui se fait juste sous la résistance. Et là aussi, vous commencez à reconnaître ce genre de pattern, c'est-à-dire que on a un titre qui a fait donc une belle explosion haussière de court terme, explosion haussière de court terme qui s'inscrit elle-même dans un marché haussier de moyen long terme, que cette phase d'explosion haussière a débouché sur des prises de bénéfices, mais vous le voyez, malgré l'énorme appréciation du titre, on a à peine baissé de 5% sur Ruby, puisqu'on est passé de 105 à 100, un petit peu en dessous. Et sous le seuil symbolique des 100 euros, tout de suite, on a de la pression acheteuse, c'est-à-dire des investisseurs qui se sont positionnés pour re-rentrer sur le marché. On revient donc à l'achat, on revient tester la résistance à 105 euros, et là, c'est vrai qu'on ne dépasse pas la résistance, mais on construit autour de la résistance. Ça veut dire que on a de l'accumulation sous la résistance. Cette accumulation sous la résistance sera confirmée en tant que telle dès qu'on aura un breakout haussier au-dessus de 105. Si c'est le cas, alors pour le coup, on aura une belle structure puisqu'on aura sur le moyen long terme de la hausse et à court terme de l'accumulation sous une résistance. Le stop se place pour les plus agressifs sous ce niveau à 103 et on accompagne le mouvement de court terme. Pour ceux qui veulent accompagner Ruby sur un horizon de temps plus lointain et qui veulent se mettre à l'abri du bruit éventuel qui peut exister sur ces niveaux de prix, le premier niveau, il est à 99 euros. C'est-à-dire que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, la tendance est assurément haussière et vers de nouveaux plus hauts. À moyen terme, cette fois-ci, du point de vue de l'analyse pure, le stop se place ici à 89 euros. Ou non, on peut le monter un petit peu. Non, 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 on va le laisser ici. 89 euros, c'est le prix à ne pas casser pour conserver un biais haussier. Donc, Ruby, vous l'avez compris, c'est haussier.
3 niveaux de prix à surveiller pour ceux qui sont en intraday ou sur du court terme, du très très court terme swing, c'est-à-dire ils veulent rentrer sur l'accélération, prendre ce qu'il y a à prendre sur 3-4 jours, voire un peu plus, et puis réaliser leur gain. Le stop, il se place ici, tout de suite, sous le dernier creux à 103,23, si tant est que on dépasse la résistance. Hein. Tant qu'on n'a pas dépassé la résistance, le stop il est en bas à 99,10. Mais dès qu'on dépasse la résistance, le stop il peut être resserré. C'est un stop de trading à 103. Deuxième stop sur un horizon de temps un tout petit peu plus grand, mais on est vraiment on est toujours sur du très court terme, c'est 99 euros. Et puis pour ceux qui sont plus sur la gestion de bons pères de famille qui veulent accompagner le mouvement sans être stoppés de manière trop immédiate, trop rapide, alors c'est 89 euros sur lequel il faut mettre le niveau d'invalidation Falco. C'est tout pour Ruby. On passe à Vinci. Allez Falco, faut... Super. Vinci, donc Vinci, c'était demandé par qui? C'était encore Étienne en fait. Eh ben alors, il est gâté ce soir, Étienne. Ah oui, bah oui. Alors, sur Vinci, qu'est-ce qu'on commence par faire tout de suite? On ne regarde pas le chart en daily, on regarde en 5 ans hebdomadaire et on regarde en 30 ans mensuel. Et qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, hein, les yeux de Falco ont tout dit. Voilà, c'est vertigineux. C'est très très fort. Vinci à mettre en parallèle par exemple avec Bouygues des valeurs de la construction qui sont pour le moment toujours choyées par les investisseurs. Vinci donc en 30 ans mensuel très très forte. On va se mettre en 5 ans hebdomadaire avec, vous le voyez, ce gap haussier qui a été fait. Alors ce gap, il peut faire un peu peur. Pourquoi il peut faire un peu peur? Parce qu'il pourrait, mais là l'usage du conditionnel est impératif, il pourrait être un gap d'épuisement en fait. Un gap d'épuisement c'est quoi? C'est vous avez un marché qui est haussier, qui monte. Tous les opérateurs se disent mais c'est dingue, ça n'arrête pas de monter. Je suis rentré, je suis pas rentré. Quand est-ce que je peux rentrer? Il y a beaucoup de stress en fait pour participer au rallye. Et le marché continue de monter. Et puis il va y avoir un moment où finalement l'aspect rationnel des investisseurs va disparaître. C'est le côté moutonnier qui va prendre le dessus. Et les opérateurs, les investisseurs vont se dire mais ce titre n'arrête pas de monter. Tant pis, je rentre maintenant. Et en fait, ils rentrent n'importe comment. C'est-à-dire avec des stops qui sont très loin. C'est les émotions qu'ils ressentent qui font qu'ils vont rentrer sur le marché beaucoup plus que le côté investisseur, rationnel, mesuré, qui les caractérisait jusqu'à maintenant. Et donc, ils vont rentrer n'importe comment, à tout prix, j'ai envie de dire, et il va y avoir un tel effet de masse à un moment donné sur le titre, c'est-à-dire que ça va être par exemple la publication de très bons résultats. Alors les résultats sur Vinci ils étaient tous très bons, et puis là, énième résultat très bon, sauf que là, ils sont encore meilleurs que d'habitude. Alors ça crée un effet d'euphorie qui fait que ça va gaper à la hausse. Sauf que il y a un problème, c'est que tous ceux qui voulaient en posséder en possèdent déjà. Ça veut dire quoi? Que il est où le problème? C'est que on n'a plus personne pour continuer de payer. Or, vous savez bien que ce qui fait bouger les cours, c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que c'est parce que on a toujours de l'argent frais qui attend sur les côtés, qui est prêt à rentrer, que le marché continue de monter, parce qu'on a ceux qui prennent leurs profits, qui vendent, et ceux qui veulent rentrer, qui payent. Oui, Falco. On a un problème maintenant parce qu'il y a Michel avec Vivendi, il y a Sylvie avec Alstom et il y a aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Patrick. Bonjour, que pense si le CAC 40 passe de les 4500 et il y a aussi Pascal qui demande si on peut parler de l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on fait, Laurent? On va y arriver, Falco. Pas d'inquiétude. 10 minutes. Oh là là. Avec Laurent alors. Alors, regardez. Sur Vinci, je vous mets deux niveaux pour du court terme. Ok. Premier niveau, il est immédiat, il est à 75. Tant qu'on reste au-dessus, alors là pour le coup, il n'y a aucune question à se poser. On reste positionné sur Vinci et on accompagne la tendance. Deuxième hypothèse,
le niveau de support à 75 est enfoncé, le gap est testé, les prix réagissent sur la borne basse du gap haussier, ça repart à la hausse, tout va bien. Le gap haussier est enfoncé, c'est-à-dire qu'on clôture sous la borne basse du gap haussier. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué, l'hypothèse d'un gap d'épuisement. Et là, pour le coup, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup plus d'offres qui rentrent sur le marché. Si le gap est épuisé, le premier niveau de support, il est à 70,44, mais très vraisemblablement, on va rebaisser sur cette zone à 65,80. Donc c'est très important pour ceux que ça intéresse que vous notiez les niveaux ou que vous regardiez à nouveau en replay l'émission parce que c'est important. 75, c'est le premier niveau à ne pas enfoncer. Tant qu'il est intact, on reste dans Vinci, on ne réfléchit pas. Deuxième niveau à surveiller, c'est le niveau du gap, la borne basse du gap haussier à 72,89. Si elle est enfoncée, alors on ira vraisemblablement chercher les 65,80 et on pourrait avoir sur cette zone, cette grosse zone d'échange ici, du soutien de la part du marché pour repartir à la hausse à court terme vers le précédent sommet à 80 euros. Voilà, j'ai fini. Falco pour Ruby, pour Vinci. Il manque maintenant Vivendi. Alors là, pour le coup, c'est beaucoup moins joli, hein, Vivendi. Hein, regardez, c'est beaucoup plus mou. Hein. On est encore sous la résistance à 19,80. Cette résistance, elle est importante parce qu'elle a été testée une fois, deux fois, trois fois. Il y a un travail qui est actuellement en cours, excusez-moi, pour franchir ce niveau de résistance. Si c'est le cas, où est-ce qu'on va sur le sommet ici à 21,68, 30 ans mensuel. Regardez comme c'est important de se mettre en 30 ans mensuel. C'est capital, parce que quand on se met comme ça en 5 ans hebdomadaires, on a l'impression qu'on est sur un titre qui est super fort. Et quand on regarde Vivendi sur 30 ans, on a tout de suite un avis totalement différent. On est très 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 loin, mais très très loin, puisqu'on a fait du 63 euros en pic en 2000 et qu'on est même pas sur 20 euros. Donc c'est toujours pour ça que c'est capital de se mettre sur un horizon de temps très élargi pour comprendre dans quel contexte on est. En tout cas, on est en train de franchir ce niveau à 20. Si on le franchit, on va vers 21,68. Si on franchit 21,68, le niveau suivant, alors on n'a pas le temps, Falco, pour bien faire les choses, parce qu'on a un niveau à 27,83, mais ça me paraît beaucoup trop loin. Il faudrait revenir ici et regarder où est-ce qu'on pourrait aller. En tout cas, Vivendi en hebdomadaire, on est à l'intérieur d'un range. Si la première borne du range est franchie, on ira sur la suivante. Et si elle est franchie, il faudra faire un travail que j'ai pas le temps de faire ici, avec des ratios de FIBO pour voir où est-ce qu'on peut trouver des cibles intermédiaires entre 21,68 et 27,83. En tout cas, à moyen terme, on est sur une tendance qui est plate. Si la résistance devait être dépassée, on retrouverait un petit peu d'upside vers 21,68, mais il y aura un gros travail à fournir pour s'en affranchir de manière durable. Ok. Alstom. Alstom. Alors, Alstom. De toutes les façons, Falco, c'est pas grave si on va vite parce qu'en fait, je profite toujours des valeurs qui nous sont demandées pour donner quelques principes d'analyse technique. Là, on a fait notre boulot, entre guillemets, jusqu'à maintenant puisqu'on a parlé de pas mal de concepts. Donc, on peut juste regarder les valeurs maintenant et trouver ensemble les niveaux. Alors, sur Alstom, la résistance hebdomadaire, elle est à 34,30. Il y en a une autre qui est ici. Alors, attendez. Il y en a une autre qui est ici, mais elle est en train d'être dépassée, justement. Vous voyez, on est vraiment pile dessus. Et contrairement à ce qu'on a examiné ensemble auparavant, souvenez-vous, on avait un marché qui avait progressé, une résistance, un marché qui avait consolidé sous la résistance
et qui potentiellement allaient reprendre le chemin de la hausse. Là, on arrive à toute vitesse sous la résistance, donc ça c'est très important que vous le reteniez. Le franchissement de cette résistance à l'intérieur de cette impulsion a beaucoup plus de chances d'être un piège que si on accumule sous la résistance, autrement dit si le marché fait une pause sous la résistance avant de repartir à la hausse. Quand on arrive à fond sur une résistance et que de surcroît, on a bien progressé, c'est-à-dire qu'on arrive à fond de loin, c'est-à-dire que vous voyez, on arrive de la zone des 25 euros. Donc on a fait 25, 31 euros de manière assez rapide. Et là, on va dépasser. Il va y avoir peut-être beaucoup d'opérateurs qui vont payer le franchissement de la résistance et puis plus personne derrière pour continuer la hausse et on a par conséquent un risque de piège baissier et de réintégration de la zone de consolidation précédente vers ce niveau, premier niveau à 29,40. Donc Alstom en hebdomadaire, je trouve ça un petit peu dangereux, je trouve que ça donne un petit peu le vertige d'avoir une progression de 5 euros. Sur un prix qui en vaut 30, ça fait presque du 15%, c'est beaucoup. Donc pour le moment, je resterai à l'écart d'Alstom parce que on arrive trop vite sur le niveau. Qu'est-ce qu'il fallait regarder? Ça, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que c'était, Falco? L'euro-dollar? L'euro-dollar, c'était Pascal, et il y avait aussi Patrick avec la question qu'est-ce qui se passe si le CAC qui passe le 4500 ou s'il peut passer les 4500. Donc, faisons un peu d'euro-dollar parce que la CAC en fait chaque semaine dans le 100% marché. Ouais. Regardez évidemment tous. Euro-dollar peut-être dans le contexte international. Ouais. Intéressant. Alors, on a un euro qui est fort. Alors, regardez, sur l'euro-dollar, et on va terminer avec lui. On a donc un euro qui s'apprécie de manière durable, puisque ça fait maintenant quasiment 6 mois, décembre 2016, qu'il s'apprécie face au dollar. Mais regardez, on est quand même sur un changement de rythme. On a eu une première séquence ici qui était lente dans la hausse, entre décembre et avril, puisqu'on est passé péniblement de 1,03 à 1,08. Et là, il y a une franche accélération haussière, puisqu'on passe de 1,05 à 1,13. Donc, on arrive maintenant sur le haut du range. Ça veut dire que on est sur... attendez, je vais enlever ça. On arrive sur une zone de turbulence. C'est quoi cette zone de turbulence? C'est celle-là. C'est celle qui est comprise entre 1,13 et 1,15 pour simplifier. Pourquoi? Parce que cette zone, chaque fois qu'on est allé dessus, les vendeurs ont réussi à contrôler le marché et à faire qu'on repartait à la baisse. Donc, on va dire que le départ, il était difficile à prendre sur l'euro parce que, souvenez-vous, quand on était en décembre 2016, tout le monde parlait du retour de l'euro sur la parité. Personne ne disait qu'on allait retourner à 1,20, à 1,13 avant peut-être d'aller à la parité. En tout cas, on était sur le bas du range, on avait même marginalement, regardez comme il a été perfide cet euro-dollar, il a cassé son support à 1,0480, 1,05, il a tenté, on voit qu'on a des vendeurs qui ont vraiment tout fait pour continuer d'aller plus bas, mais on a eu un vrai soutien du marché. Autrement dit, on a eu une demande qui est venue éponger toute l'offre qui se présentait et par conséquent, toutes ces mèches représentent la bataille et le rejet du marché sur ce niveau à 1,03. Mais c'était très dur de rentrer ici sur cet euro parce qu'il était très faible, il était dans une tendance baissière, personne n'y croyait et puis surtout, on n'avait rien dépassé à la hausse. Donc c'était une lecture baissière de moyen terme en hebdomadaire qui était tout à fait justifiée. Il s'est stabilisé et puis contre toute attente, et là on le doit à Emmanuel Macron, je crois, puisque regardez, ce gap haussier, c'est celui du 24 avril, c'est quand même la date du premier tour, des résultats du premier tour où Macron arrive en tête avec Marine Le Pen, et là on a des opérateurs qui se disent chouette, il est pro-européen, il est libéral, il est jeune, il est pro-allemand, et enfin pro-allemand, il est
pour une entente cordiale entre la France et l'Allemagne. Donc, ça va redonner de l'élan au continent, ça va donc favoriser l'euro et on ouvre un gap haussier. Et c'est pas n'importe quel gap haussier puisqu'on gap au-dessus d'une résistance et depuis, c'est que des acheteurs qui sont là et qui sont sur le marché. Donc, c'est pourquoi je vous raconte tout ça, parce que en bas, c'était super dur de rentrer et en haut on arrive là où tout va se jouer. Pourquoi tout va se jouer? Parce que effectivement si on arrive à dépasser les 1,15, là pour le coup c'est beaucoup plus haut qu'on va sur l'euro-dollar. Donc on va pas y aller d'un coup, il va y avoir un travail qui va être effectué et ce travail il commence justement sur cette zone entre à partir de 1,13. Donc on va rentrer sur une zone de turbulence qui est le haut du range sur l'euro-dollar. Ça veut dire qu'il fallait pas rentrer là parce que c'était super compliqué. Il fallait rentrer sur le cœur du mouvement. Autrement dit, c'était là encore très compliqué. Et pourquoi c'est que très compliqué sur l'euro-dollar? Parce qu'il n'est qu'en consolidation. Et les consolidations, c'est très difficile à traiter. Donc, on est sur un marché qui est compliqué. Et là, il va devenir encore plus compliqué puisqu'on arrive sur la zone de résistance entre 1,13 et 1,15. Donc, en cas de franchissement, c'est beaucoup plus haut qu'on va. C'est vers 1,22. Mais c'est une autre histoire. C'est pas pour tout de suite. En tout cas, pour répondre à Pascal, on arrive maintenant sur une zone, en tout cas à moyen terme, de prise de bénéfices si vous avez été vendeur de dollars et acheteur d'euros. Mon cher Falco, chers auditeurs, il est 18h03. Je dois vous quitter. Et on te souhaite une super, très bonne soirée, comme à vous tous qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous. C'est un plaisir. Et voilà, j'espère de vous retrouver mardi prochain pour 100% marché et jeudi prochain pour un nouveau webinaire revenu technique de marché avec notre fameux Laurent Albi. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Bonne soirée à tous.